Imaginez, un appareil en titane, refroidi à moins 15 degrés, recouvert d'un blindage multicouche. On lui a donné 32 minutes. Il a tenu 127. Et pendant ces 2 heures, l'appareil a transmis ce qui a changé notre compréhension non seulement de Vénus, mais aussi de l'avenir de la Terre. Les premières images en couleur, le premier son provenant d'une autre planète, et des données qui sonnent comme un avertissement. Cette histoire ne parle pas de la destruction d'une machine. Elle raconte ce qu'elle a réussi à dire avant de se taire à jamais. Octobre 1981. Baïkonour. 2 fusées identiques sont prêtes à décoller à 5 jours d'intervalle. Venera 13 et Venera 14 sont le dernier espoir du programme spatial soviétique d'obtenir des réponses de la planète qui détruisaient méthodiquement tout ce qui la touchait. À ce moment-là, Vénus avait déjà acquis une certaine réputation. En 1970, Vénus 7 fut le premier appareil à réussir un atterrissage en douceur sur une autre planète. Il fonctionna pendant 23 minutes, ce qui fut considéré comme un triomphe. Les missions suivantes échouèrent les unes après les autres. Certaines ne résistèrent pas à la pression, d'autres à la température, d'autres encore aux nuages acides lors de l'approche. Les ingénieurs de l'association scientifique et industrielle Lavochkin savaient à quoi ils avaient affaire. Ils ne concevaient pas un engin spatial, mais une machine destinée à survivre en enfer. Le boîtier est en titane. À l'intérieur se trouve une capsule hermétique capable de résister à une pression de 100 atmosphères. Entre l'enveloppe extérieure et le compartiment des instruments se trouve une isolation thermique multicouche. Mais cela ne suffisait pas. À une température de 460 degrés, aucune isolation ne peut durer longtemps. La chaleur s'échappe, lentement mais inexorablement. La solution a été trouvée dans la physique des transitions de phase. Des accumulateurs de froid, des conteneurs remplis de nitrate de lithium trihydraté, ont été placés à l'intérieur de l'appareil. Ce sel possède une propriété unique. Lorsqu'il fond, il absorbe une quantité énorme de chaleur sans augmenter sa propre température. Tant que le sel fond, l'électronique fonctionne. Avant de se séparer du module orbital, l'atterrisseur a été refroidi à moins 15 degrés. Chaque degré correspond à quelques secondes supplémentaires de fonctionnement à la surface. Chaque seconde correspond à des données. Temps de survie estimé, 32 minutes. Le 1er mars 1982, après 4 mois de vol, Vénus 13 est entré dans l'atmosphère de la planète. Le parachute s'est ouvert à une altitude de 60 km, puis s'est détaché, car il était inutile dans les couches inférieures de l'atmosphère vénusienne. La densité de l'air y est telle que l'appareil freine tout seul. À 3h57, heure universelle, Vénus 13 a touché la surface à une vitesse de 7 à 8 mètres par seconde. L'atterrissage a été brutal, mais l'appareil avait été conçu pour cela. Les premières données ont été transmises instantanément. Température extérieure, 457 degrés Celsius. Pression, 89 atmosphères. C'est 4 fois plus que la température d'un four et équivalent à la pression à 900 mètres de profondeur dans l'océan terrestre. Le compte à rebours de survie a commencé. La première chose que fit Vénus 13 après l'atterrissage fut de regarder autour d'elle. Des charges pyrotechniques ont fait sauter les capots de protection des objectifs des caméras. L'un des capots est tombé juste sous le bras mécanique, destiné à mesurer la densité du sol. Un accident fâcheux qui n'a toutefois pas empêché l'essentiel. Les caméras ont repris vie. Ce qu'ils ont vu ne ressemblait à rien de terrestre. Un monde orange-brun, des dalles de basalte plates, semblables à de la céramique fissurée par la chaleur. Entre elles, un sol sombre à grains fins. Pas de montagnes à l'horizon, pas de ciel tel que nous le connaissons, seulement une brume jaune-orange si dense qu'elle absorbe la lumière à plusieurs centaines de mètres de l'observateur. Les ombres sont douces, floues. La lumière du soleil se diffuse dans cette atmosphère comme si toute la planète était plongée dans un épais brouillard. Ce furent les premières photos en couleur prises depuis la surface d'une autre planète. Un monde que l'humanité a enfin pu voir de ses propres yeux. Mais Vénus 13 ne se contentait pas de regarder, elle écoutait. À bord se trouvait l'appareil GROSA-2, un complexe destiné à l'étude des phénomènes atmosphériques, comprenant un microphone. Sa tâche principale consistait à mesurer la vitesse du vent par l'analyse du bruit acoustique. Cela a eu pour résultat secondaire le premier enregistrement sonore de l'histoire provenant de la surface d'un autre monde. Qu'a entendu Vénus 13 ? Le vent. Pas un rugissement, pas un sifflement.
plutôt un grondement grave et profond. La vitesse du vent à la surface n'était que de 0,3 à 5 dixièmes de mètre par seconde, un mouvement d'air à peine perceptible à l'échelle terrestre. Mais l'atmosphère de Vénus est 86 fois plus dense que celle de la Terre. Même cette faible brise serait ressentie comme un flux de mélasse, enveloppant le corps de l'appareil. On entend également autre chose sur l'enregistrement, un bruit sourd, celui du couvercle de l'objectif qui s'ouvre, le cliquetis métallique de sa chute sur le sol, le grincement du mécanisme de forage qui s'enfonce dans la roche. Chaque son est un artefact du fonctionnement de la machine, entouré de cette étrange résonance, étrangère à cet endroit, d'une atmosphère inconnue. 17 ans plus tard, un rover livrera un microphone sur Mars. Mais Vénus a été la première. Pendant que les caméras filmaient et que le micro enregistrait, d'autres instruments travaillaient sur la tâche scientifique principale, comprendre de quoi était faite cette planète. La foreuse a prélevé un échantillon de sol à environ 3 cm de profondeur. L'échantillon a été placé dans la chambre hermétique du spectromètre à fluorescence X, le seul endroit à l'intérieur de l'appareil protégé de la pression et de la température vénusienne. L'analyse a pris quelques minutes. Résultat, du basalte. Une roche presque identique au basalte océanique terrestre, caractéristique des dorsales médio-océaniques de notre planète. Le site d'atterrissage dans la région de Phoebe s'est avéré être une ancienne plaine volcanique. Cette découverte avait une connotation inquiétante. Le basalte sur Terre se forme là où la magma remonte du manteau et se solidifie. Vénus, tout comme la Terre, était une planète géologiquement active. Elle l'est peut-être encore aujourd'hui. Les minutes s'écoulaient. 32 minutes se sont écoulées, mais l'appareil continuait de fonctionner. 40 minutes, 1 heure et demie. Le nitrate de lithium trihydraté fondait, absorbant la chaleur. La température à l'intérieur de la capsule augmentait lentement, mais l'électronique tenait bon. Les ingénieurs du Centre de communication spatiale lointain n'en croyaient pas leurs yeux. 127 minutes, 2 heures et 7 minutes de travail ininterrompu dans des conditions où le plomb coule comme de l'eau. Puis, le silence. Le sel a fini de fondre. La barrière thermique s'est effondrée. La température à l'intérieur a atteint des valeurs critiques en quelques secondes. Vénus 13 a transmis tout ce qu'elle pouvait. Elle est désormais restée là pour toujours, monument à l'obstination humaine au milieu d'un désert brûlant. Vénus n'a pas toujours été un enfer. C'est là que réside l'aspect le plus effrayant de cette histoire. Il y a 4 milliards et demi d'années, lorsque le système solaire était en formation, Vénus et la Terre étaient presque identiques. Elles avaient la même taille. Le diamètre de Vénus correspond à 95% de celui de la Terre. Masse similaire. Composition chimique similaire. Les deux planètes ont reçu leur eau des mêmes sources, les comètes et les astéroïdes qui ont bombardé le jeune système solaire, ainsi que les émissions volcaniques de leurs propres entrailles. La modélisation climatique réalisée par les scientifiques de la NASA à l'Institut Goddard d'études spatiales montre un tableau saisissant. Vénus aurait pu avoir un océan peu profond et un climat tempéré pendant 2 à 3 milliards d'années. La température à la surface se maintenait entre 20 et 50 degrés Celsius. La couverture nuageuse réfléchissait l'excès de rayonnement solaire, empêchant la planète de surchauffer. Réfléchissez-y. 2 à 3 milliards d'années de conditions propices à la vie. La vie est apparue sur Terre il y a environ 500 millions d'années, voire plus tôt. Vénus a eu suffisamment de temps. Et puis quelque chose a mal tourné. Il y a environ 700 millions d'années, ce qui, à l'échelle géologique, correspond à hier, Vénus a subi une catastrophe à l'échelle planétaire. Les scientifiques débattent encore aujourd'hui du mécanisme exact, mais le scénario le plus probable est lié à une activité volcanique massive. Imaginez une éruption volcanique qui ferait passer les trappes sibériens terrestres, ceux-là même qui, il y a 252 millions d'années, ont détruit 90% de la vie sur notre planète. Pour un incident local, des fissures géantes ont déchiré la croûte de Vénus. La lave a recouvert jusqu'à 80% de la surface. Et avec la lave, d'énormes quantités de dioxyde de carbone se sont déversées dans l'atmosphère. Sur Terre, l'excès de dioxyde de carbone est absorbé par les océans et piégé dans les roches par le cycle d'altération silicatée. Les plaques tectoniques enfoncent ces roches dans le manteau, bouclant ainsi le cycle du carbone. Mais sur Vénus, ce mécanisme a échoué. La température a commencé à augmenter. Les océans ont commencé à s'évaporer. La vapeur d'eau, un puissant gaz à effet de serre, a accentué le réchauffement.
La température a encore augmenté. L'évaporation s'est accélérée. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre incontrôlable, une rétroaction positive impossible à arrêter une fois qu'elle est enclenchée. Lorsque les océans se sont complètement évaporés, la vapeur d'eau s'est élevée dans les couches supérieures de l'atmosphère, où le rayonnement ultraviolet du Soleil a scindé les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène léger s'est échappé dans l'espace pour toujours. L'oxygène s'est lié aux roches de la surface. L'eau avait disparu. Sans eau, personne ne pouvait absorber le dioxyde de carbone qui continuait à s'échapper des profondeurs. L'atmosphère devenait de plus en plus dense. La température ne cessait d'augmenter. Aujourd'hui, l'atmosphère de Vénus est composée à 96,5% de dioxyde de carbone. Sa pression à la surface est de 92 atmosphères. La température est de 465 degrés Celsius et elle est pratiquement la même sur toute la planète, au pôle et à l'équateur, de jour comme de nuit. L'atmosphère est si dense qu'elle redistribue efficacement la chaleur. Paradoxe, Vénus est plus proche du Soleil que la Terre, mais reçoit moins d'énergie solaire. Ces nuages réfléchissent plus de 70% de la lumière incidente, soit beaucoup plus que ceux de la Terre. Si la distance au Soleil était le seul facteur, Vénus serait plus froide que la Terre. Mais l'effet de serre a tout changé. Le peu de chaleur qui traverse les nuages ne peut plus s'échapper. Vénus est une planète serre, enfermée à jamais à l'intérieur. Les données transmises par Venera 13 ont aidé les scientifiques à reconstituer ce tableau. La composition basaltique du sol a révélé un passé volcanique. Les mesures de la composition atmosphérique ont confirmé la prédominance du dioxyde de carbone. Le profil thermique a montré l'ampleur de l'effet de serre. Vénus nous a raconté comment une planète presque identique à la nôtre peut se transformer en un cimetière spatial. Et dans ce récit, nous avons entendu l'écho de notre propre destin. Vénus n'est pas seulement une planète voisine. Vénus est un miroir. Lorsque les scientifiques élaborent des modèles de changement climatique pour la Terre, ils se tournent inévitablement vers Vénus. Non pas parce que nous risquons de nous transformer en enfer brûlant demain ou dans 100 ans, mais parce que Vénus représente un cas extrême, le point final d'un processus que toute planète dotée d'une atmosphère dense et de gaz à effet de serre pourrait théoriquement suivre. Réfléchissez à l'ampleur du phénomène. Le dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre représente aujourd'hui un peu plus de 0,04%. Sur Vénus, il est de 96,5%. La différence est de 2400 fois, mais le mécanisme est le même. Les molécules de dioxyde de carbone laissent passer la lumière du Soleil, mais retiennent le rayonnement thermique provenant de la surface. Plus il y a de molécules, plus la planète se réchauffe. Sur Terre, ce mécanisme joue en notre faveur. Sans l'effet de serre naturelle, la température moyenne de notre planète serait de moins 18 degrés Celsius, au lieu d'une température agréable de plus 15 degrés. Nous vivons dans une serre, mais une serre dont les fenêtres sont ouvertes. Vénus montre ce qui se passe lorsque les fenêtres se referment. Les chercheurs de la NASA ont établi un seuil critique. Si une planète reçoit environ 1,4 fois plus d'énergie solaire que la Terre sur son orbite, un effet de serre incontrôlable se déclenche. Vénus se trouve précisément dans cette zone. La Terre, pour l'instant, n'y est pas encore, mais le Soleil se réchauffe lentement. Dans 1 milliard d'années, il sera 10% plus lumineux et notre planète se trouvera dangereusement proche de ce seuil. 1 milliard d'années, c'est long. Mais il y a une leçon plus urgente à tirer. Vénus n'a pas perdu ses océans uniquement à cause de sa proximité avec le Soleil. La catastrophe a été déclenchée par une activité volcanique massive qui a entraîné des émissions de dioxyde de carbone à une échelle telle qu'elles ont déséquilibré le système climatique de la planète. Des événements similaires se sont produits sur Terre. Les trappes sibériens il y a 252 millions d'années. Les trappes du Décan il y a 66 millions d'années. À chaque fois, cela a entraîné des extinctions massives et des changements climatiques mondiaux. Mais notre planète s'en est sortie. Les océans ont absorbé l'excès de dioxyde de carbone. L'érosion des roches l'a transformé en carbonate. La vie s'est adaptée, a évolué et a comblé les niches écologiques libérées. Pourquoi la Terre a-t-elle survécu, contrairement à Vénus? C'est peut-être à cause de l'eau. La Terre a conservé ses océans qui sont devenus un tampon atténuant les chocs climatiques. Vénus a perdu ses océans et s'est retrouvée sans protection.
Peut-être est-ce dû à la tectonique des plaques. Sur Terre, elle fonctionne, tandis que sur Vénus, elle semble s'être arrêtée. Sans tectonique, le carbone ne retourne pas dans le manteau, mais s'accumule dans l'atmosphère. Nous ne connaissons pas encore la réponse exacte, et c'est dans cette ignorance que réside la principale leçon de Vénus. Nous vivons sur une planète au climat exceptionnellement stable. Depuis 4 milliards d'années, l'eau liquide existe à la surface de la Terre, ce qui est peut-être un cas unique dans l'univers. Nous considérons cette stabilité comme acquise. Vénus nous rappelle que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un équilibre fragile qui peut être rompu. Les données de Vénus 13 ont contribué à cette compréhension. Chaque mesure de température, de pression, de composition chimique est une pièce du puzzle. Un puzzle qui nous aide à comprendre comment les planètes vivent et comment elles meurent. Le monde entier a suivi les résultats de la mission depuis différents continents. Les scientifiques américains ont analysé les données soviétiques. La guerre froide n'a pas empêché l'échange d'informations scientifiques sur Vénus. Les chercheurs européens ont construit des modèles. Plus tard, l'Agence spatiale européenne enverra son propre appareil, Venera Express, qui fonctionnera en orbite de 2006 à 2014. Vénus a réuni l'humanité autour d'une question commune. Comment éviter de répéter son destin? Après à Vénus 13 et son jumeau, Vénus 14, qui soit dit en passant, n'a tenu que 57 minutes, il y a eu une longue accalmie. Pendant près de 40 ans, aucun appareil n'a touché la surface de cette planète. Trop compliqué, trop coûteux, trop d'autres objectifs dans le système solaire. Mais Vénus ne lâche pas prise. En 2020, un groupe d'astronomes dirigé par Jane Greaves de l'Université de Cardiff a annoncé avoir détecté du phosphine dans l'atmosphère de Vénus, un gaz produit sur Terre par des micro-organismes anaérobies. Cette annonce a fait grand bruit. Des recherches ultérieures ont remis en question ces résultats. Il s'agissait peut-être d'une erreur de traitement des données ou peut-être d'un signal provenant de dioxyde de soufre ordinaire. Mais en 2024, de nouvelles observations ont de nouveau détecté du phosphine. Et pas seulement cela, mais aussi de l'ammoniac, un autre composé de l'hydrogène qui n'a rien à faire dans l'atmosphère oxydante de Vénus. Qu'est-ce que c'est? Une chimie inconnue ou quelque chose de plus? La couche nuageuse de Vénus, à une altitude de 50 à 60 km, est un endroit étrange. La température y est tout à fait terrestre, de 0 à 50 degrés Celsius. La pression est d'environ une atmosphère. Certes, les nuages sont composés de gouttelettes d'acide sulfurique concentré, mais certains extrémophiles terrestres survivent dans des environnements encore plus agressifs. Les scientifiques estiment la probabilité d'une origine biologique du phosphine à 10 à 20%. 80 à 90% correspondent à une chimie inconnue que nous ne comprenons pas encore. Mais même 10%, ce n'est pas rien. L'ironie, c'est que si la vie existe sur Vénus, elle pourrait être plus ancienne que celle sur Terre. 2 ou 3 milliards d'années de conditions favorables suffisent pour que des micro-organismes apparaissent. Lorsque la surface s'est transformée en enfer, la vie a pu se réfugier dans les nuages, seul refuge restant. Et maintenant, l'humanité se prépare à revenir. En 2029, la NASA lancera la mission Da Vinci, une sonde qui traversera toute l'atmosphère de Vénus et analysera sa composition avec une précision sans précédent. Avec un peu de chance, l'appareil aura le temps de prendre plusieurs photos de la surface avant de se désintégrer. La même année, Veritas, un satellite équipé d'un radar, sera lancé afin de dresser une carte détaillée de la surface de Vénus. L'Agence spatiale européenne prépare actuellement la mission Envision, qui poursuit des objectifs similaires. Pendant ce temps, les ingénieurs de la NASA travaillent sur des technologies qui vont tout changer. Des composants électroniques à base de carbure de silicium, capables de fonctionner à 500 degrés Celsius sans refroidissement. Des batteries thermiques utilisant la chaleur vénusienne comme source d'énergie. Dans des installations de laboratoire reproduisant les conditions de Vénus, les prototypes ont déjà résisté à 60 jours de fonctionnement continu. 60 jours. Pas des minutes, des jours. Le projet LLIS prévoit la création d'une petite station d'environ 10 kg, capable de fonctionner à la surface de Vénus pendant 2 mois ou plus. Pas 127 minutes, 2 mois. Si cela réussit, nous pourrons pour la première fois observer Vénus non pas par fragments, des clichés instantanés entre la mise en marche de l'appareil et sa destruction, mais dans sa dynamique. Nous pourrons voir comment l'éclairage change au cours d'une journée vénusienne, qui dure 117 jours terrestres. Nous pourrons entendre les sons de la planète à l'aube et au crépuscule, sentir son rythme, mais c'est l'avenir.
et le présent, c'est le silence. Vénus 13 se trouve toujours là, dans la région de Phoebe, parmi les plaques de basalte et le sol sombre. Son corps en titane est noirci par la chaleur. Ses caméras sont aveugles depuis longtemps. Son microphone est sourd depuis longtemps. Sa foreuse est figée à jamais dans sa dernière position. En plus de 40 ans, l'atmosphère vénusienne a fait son œuvre. L'acide sulfurique a rongé tout ce qu'il pouvait ronger. La température et la pression ont déformé ce que l'acide n'avait pas rongé. Il ne reste peut-être plus de l'appareil qu'un amas informe de métal. Mais les données sont restées. 127 minutes d'informations qui ont changé notre compréhension de ce qui est arrivé à une planète qui aurait pu être notre sœur. Vénus n'est pas une menace lointaine. Vénus est un rappel que l'espace n'est pas forcément accueillant, un rappel que la stabilité climatique n'est pas une loi de la nature, mais un heureux hasard, un rappel que les planètes meurent, et que 127 minutes, c'est une éternité quand on sait quelles questions poser.